Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un calme qui aura été un calme fragile ces derniers jours. On le voit aujourd'hui avec une séance largement dans le rouge en Europe. Des baisses de plus de 2% sur les indices européens pour terminer cette semaine après quelques jours d'apaisement et d'accalmie. Et on comprend que la situation reste donc fragile du point de vue du secteur bancaire. C'est bien ce secteur-là qui fait replonger l'Europe aujourd'hui avec une situation de contagion dans le sillage de la résolution Crédit Suisse le week-end dernier. Le marché est en train de regarder les prochains maillons faibles du secteur bancaire européen et le maillon évident pour tout le monde, c'est celui de Deutsche Bank en Allemagne avec un titre, une action Deutsche Bank qui est en train de plonger de plus de 10% à mi-séance et qui ravive évidemment le stress bancaire côté européen. Du côté américain, un chiffre qui résume, j'allais dire, les 15 derniers jours après le choc SVB, c'est l'ampleur de la réaugmentation du bilan de la Réserve fédérale américaine. C'était 300 milliards sur la première semaine suite au choc SVB. Il faut rajouter 100 milliards également de liquidités supplémentaires qui aura été fournie par la Fed sur la semaine écoulée. En 15 jours, le bilan de la Fed est donc remonté de 400 milliards après avoir été réduit de 600 milliards en quelques mois dans la phase de resserrement du bilan de la Réserve fédérale américaine. Donc c'est ce resserrement, ce fameux QT a été effacé en grande partie en 15 jours. Comment faut-il comprendre ce chiffre de bilan de la Réserve fédérale américaine qui est le reflet bien sûr de la liquidité recherchée en urgence par des établissements bancaires vulnérables. Nous y reviendrons dans un instant avec Bastien Dru chez CPR Asset Management. La partie marché évidemment, qu'est-ce qui a changé depuis 15 jours? Est-ce que le monde a changé un peu, beaucoup, pas vraiment? Laurent Denise, Global CIO d'Odo BHF Asset Management sera avec nous en plateau pour évoquer ces questions. Et puis quand même, quelques nouvelles plutôt positive en provenance de la croissance en zone euro. C'est peut-être l'histoire du premier trimestre et que regardent un peu moins les investisseurs aujourd'hui, mais quand même, on notera que les chiffres d'activité dans le secteur des services en zone euro sont remarquables au mois de mars. C'est ce que nous montrent les enquêtes, les premières estimations des enquêtes PMI publiées ce matin pour le mois de mars, pour l'Allemagne, pour la France, pour la zone euro, avec quand même une fracture de plus en plus spectaculaire entre une activité dans les secteurs manufacturiers qui reste en contraction, très largement sous le niveau des 50, quand l'activité dans les services, elle, a réaccéléré de manière spectaculaire. Au global, les chiffres d'enquête sur le premier trimestre en zone euro sont consistants avec un rythme de croissance de la zone euro de l'ordre de 0,3% au cours du premier trimestre de cette année, après le creux qu'on avait connu en fin d'année dernière et une quasi-stagnation pour le PIB de la zone euro au 4e trimestre. Voilà pour les sujets du jour. Une baisse de 2% à mi-séance pour les indices européens qui efface une bonne partie du rebond et du soulagement accumulé ces derniers jours sur les marchés. Et c'est donc Bastien Dru qui est avec nous pour entamer cette émission de la mi-journée par téléphone, le responsable de la stratégie et de la recherche économique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. On fait avec vous le bilan de 15 jours de stress bancaire, alors avec des situations en Europe, mais surtout une situation américaine après le choc SVB et cette crise de confiance, cette crise des dépôts également qu'on peut observer sur le tissu des banques de petite et moyenne taille aux États-Unis. Je le disais en introduction, Bastien, il y a un chiffre qui résume la situation, c'est l'augmentation en 2 semaines du bilan de la Réserve fédérale américaine de près de 400 milliards de dollars. Que reflète ce chiffre? Comment faut-il le lire et le mettre en perspective, Bastien? Oui, en fait,
les événements récents sur le système bancaire américain ont fait que les autorités ont réagi vite, très vite, et en fait beaucoup plus vite que sur les fois précédentes. Et donc ça, c'est quand même un élément qui est très rassurant. Le premier volet de cette réponse a été la décision par la FDIC, le Trésor et la Fed de garantir la totalité des dépôts de SVB et de Signature Bank. Et c'est dans le cadre de ces dossiers spécifiques que la Fed prête des liquidités aux successeurs, entre guillemets, de ces deux entités, le temps qu'une résolution permanente soit mise en place par la FDIC. Donc ça, c'est le premier volet. Ça, c'est important donc, parce que la Fed prête déjà beaucoup de liquidités aux successeurs de ces deux entités. Le deuxième volet, c'est une action spécifique de la Fed et pas une action qui est coordonnée avec la FDIC et puis le Trésor. C'est la mise en place de la fourniture de liquidités aux banques en général. Alors soit par le programme BTFP qui vient d'être créé par la Fed et dans le cadre duquel la Fed peut prêter des titres, peut prêter aux banques en prenant en collatéral des titres à leur valeur faciale et pas à leur valeur de marché, parce qu'il y a eu des problèmes de moins-value réalisés sur les portefeuilles de titres des banques américaines. Le deuxième mécanisme, c'est la fenêtre d'escompte, dans le cadre de laquelle la Fed prête en prenant en collatéral un pool d'actifs qui est beaucoup plus large, et par exemple les prêts aux entreprises et les ménages. Donc la conséquence de tout ça, c'est que le bilan de la Fed, il est reparti à la hausse avec une augmentation, comme vous le disiez, de 400 milliards de dollars sur les 2 dernières semaines, ce qui efface à peu près les 2 tiers du quantitative tightening de la Fed qui avait été enclenché en juin dernier. Cette augmentation, elle provient presque exclusivement des prêts accordés par la Fed aux banques américaines. Mais ce qu'il faut dire quand même malgré tout, c'est qu'une partie sera temporaire parce que sur les 400 milliards d'augmentation de bilan, il y a déjà 180 milliards qui provient de prêts octroyés aux successeurs de SVB et de Signature Bank et qui devraient logiquement disparaître du bilan de la Fed assez vite. Quand on regarde la séquence, donc sur la semaine du 8 au 15 mars, on avait vu le bilan augmenter de 300 milliards. Sur la semaine du 15 au 22 mars, Bastien, l'augmentation est de 100 milliards. Est-ce que c'est suffisant pour dire que le stress retombe un peu de ce point de vue-là et que le risque de contagion est maîtrisé à ce stade? Ou est-ce qu'on se garde bien d'être définitif sur ce genre de situation? Alors, c'est difficile d'avoir des conclusions très précises parce qu'on ne connaît pas l'identité des banques qui ont emprunté à la Fed. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que cette semaine, les chiffres qui ont été publiés hier soir montrent plutôt une légère amélioration parce que les prêts, le total des prêts accordés aux banques qui ne sont pas les successeurs de SVB et Signature Bank, a légèrement baissé cette semaine par rapport à la semaine précédente. Et donc ça serait plutôt indicatif d'un peu moins de stress pour le système bancaire américain en général. Le marché et les autorités monétaires vont être de plus en plus attentives aux enquêtes sur les conditions de crédit, sur la distribution et l'octroi de crédit aux États-Unis. Bastien, ça a été indiqué évidemment par Jérôme Powell lors de sa conférence cette semaine. La Fed qui a l'habitude de regarder des données économiques, bien sûr, mais qui souvent appartiennent plutôt au passé, que ce soit les données d'emploi, les données d'inflation, et donc les données de crédit vont être sans doute de plus en plus importantes dans la fonction de réaction des banques centrales. On parle de la Fed, mais c'était le même discours tenu il y a un peu plus d'une semaine par Christine Lagarde du côté de la Banque Centrale Européenne. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation du crédit bancaire, des conditions et de distribution du crédit bancaire aujourd'hui aux États-Unis ? Alors cet épisode de tension, il va forcément avoir des répercussions sur le crédit bancaire aux États-Unis. Alors sur ce plan, il faut rappeler que l'enquête trimestrielle de la Fed auprès des banques américaines, qui avait été réalisée en janvier, donc il y a quelque temps déjà, faisait déjà état d'une demande moindre de crédit bancaire de la part des entreprises et des ménages, et aussi de conditions de prêt qui avaient été durcies de la part des banques commerciales. Et quand on parle de durcissement des conditions de crédit, ça peut être des primes de risque plus élevés pour les prêts les plus risqués, ça peut être des limites sur la taille des lignes de crédit, ça peut être des exigences accrues en termes de garantie. Et ce qu'on a constaté ces dernières décennies, c'est assez logiquement, lorsqu'on a des conditions de crédit qui se durcissent, eh bien la distribution de crédit ralentit peu de temps après. Et justement,
justement, ce qui est notable, c'est que dans le cas des États-Unis, le crédit bancaire aux entreprises, il a connu une croissance nulle sur les 3 derniers mois. Donc pour le moment, on ne dispose que des chiffres qui précèdent la faillite de SVB et Signature Bank. Le dernier point qu'on a, c'est le 8 mars. Mais c'est bien évidemment ces statistiques qui vont se retrouver au centre de l'attention sur les prochaines semaines. Et un autre petit point qu'on pourrait souligner, c'est que sur les derniers mois, ce sont plutôt les banques américaines de taille petite et moyenne qui ont octroyé des prêts au secteur privé, alors que ça avait déjà pas mal ralenti pour les grandes banques américaines. Et donc le fait qu'il y ait un durcissement des conditions pour les banques régionales, ça peut avoir des conséquences assez visibles sur l'octroi de crédit bancaire agrégé aux États-Unis, et ça fera donc moins d'activité dans le futur, enfin sur les mois qui arrivent aux États-Unis. Quelle peut être la vitesse du phénomène, Bastien? Évidemment, il n'y a pas de réponse à cette question, mais comment on y réfléchit justement? Est-ce que ça peut être une accélération rapide, assez immédiate de la dégradation des conditions de crédit et donc de la distribution de crédit qu'on verrait dans les chiffres peut-être dès le début du deuxième trimestre? Ou est-ce qu'il peut y avoir une forme d'inertie de ce point de vue-là, avec des chiffres qui ne montrent pas de sudden stop ou de credit crunch, de falaise d'une certaine manière trop violente, avec je sais pas, pour des entreprises et des ménages qui sont peut-être moins sensibles aujourd'hui à la distribution de crédit? Là, on avait déjà donc assisté à un vrai coup d'arrêt sur les derniers mois sur l'octroi de crédit aux entreprises. Donc là, ce qu'il va falloir voir, c'est ce qui se passe évidemment sur les marchés du crédit en général. En revanche, là où on peut avoir des indications peut-être un petit peu plus rapides, c'est sur les cartes de crédit, sur l'octroi l'emprunt via des cartes de crédit de par des crédits à la consommation pour les ménages. Et ce qu'on observe déjà dans les chiffres les plus récents, qui suivent en fait au jour le jour quasiment la consommation des ménages, c'est qu'on a plutôt un ralentissement sur les 10 derniers jours. Donc là, on pourrait voir quelque chose peut-être d'assez rapide, quoi. Il va falloir suivre toutes ces statistiques de très près. Oui, un nouvel ensemble de données donc à suivre de plus près toujours pour les investisseurs et pour les autorités monétaires. Sur le plan de la politique monétaire, justement, qu'est-ce que vous retirez du discours et de l'équilibre peut-être du discours de Jérôme Powell cette semaine, sachant que la Fed, avant même le choc SVB, et c'était tout le débat qu'on avait à 25 points de base près, se rapprochait déjà quand même assez nettement de son taux terminal. Tout le monde considérait quand même que le gros du resserrement avait été fait en 2022 avec des hausses de taux déjà foudroyantes sur un temps très très court. Si on est plus que jamais proche de la dernière hausse de taux, qui a peut-être d'ailleurs été délivrée cette semaine par la Fed, je ne sais pas, Bastien, où est placée la barre pour une première baisse de taux? Alors ça, c'est une bonne question. La Fed, elle a quand même malgré tout procédé à cette hausse de taux de 25 points de base, mais c'est clair qu'elle a instillé le doute sur la poursuite du cycle de hausse de taux. Et ce qui était très intéressant dans la conférence de presse, c'était que Jérôme Powell, il a clairement expliqué que le durcissement supplémentaire des conditions de crédit qu'on vient d'évoquer et qui est en train de se mettre en place, il était équivalent à une augmentation de taux directeur, et c'est précisément pour cette raison que la Fed ne fait plus référence à des futures hausses de taux au pluriel, et il évoque vaguement, le communiqué, il évoque vaguement un peu de resserrement supplémentaire, peut-être dans la suite. En fait, l'impression laissée par Jérôme Powell, c'est que ce qui se passe, ça va être vraiment très important de suivre ce qui se passe dans l'économie réelle cette année. Ce qu'il avait indiqué, c'était que il y avait déjà un statu quo qui avait été envisagé pour ce comité, et on a bien vu en conférence de presse que les questions-réponses, elles avaient davantage porté sur d'éventuelles futures baisses de taux plutôt que sur d'éventuelles hausses de taux. Maintenant, sur la barre des hausses de taux, c'est encore difficile à dire. Les marchés, eux, ils anticipent déjà pas loin de 100 points de base de baisse de taux directeur d'ici la fin de l'année. Et ce qui pourrait pousser la Fed à faire volte-face et donc arrêter sa remontée des taux directeurs et peut-être à repasser sur des baisses de taux directeurs, c'est de voir justement un affaiblissement significatif de la distribution de crédit, parce que c'est ça qui pourrait accélérer le retournement de la conjoncture américaine. Donc
Donc là, on avait vu sur la fin de l'année 2022 un peu une dégradation de la conjoncture américaine. Ça avait été un petit peu arrêté parce qu'on avait des chiffres de janvier qui avaient été assez bons, parce qu'on avait notamment une météo qui avait été exceptionnelle. Il y avait des anomalies de température qui étaient extrêmement élevées sur janvier, qui avaient fait qu'il y avait eu plus de consommation et plus d'embauches. Mais là, on va repasser sur une phase où on a plutôt de la dégradation de l'activité. Et voilà, ce qui va être vraiment suivi par la Fed et qui pourrait la décider à peut-être repasser sur des baisses de taux, c'est justement cette distribution de crédit. Si un affaiblissement significatif, ça pourrait finalement décider la Fed à passer sur une phase de baisse de taux. Merci beaucoup Bastien pour cet éclairage sur la situation bancaire et du crédit bancaire aux États-Unis après 15 jours de crise déclenchée par le choc SVB. Bastien Dru qui était avec nous par téléphone, responsable de la stratégie et de la recherche économique de CPR Asset Management. Poursuivons cette discussion en plateau sur le plan des marchés et de l'investissement avec Laurent Denise, Global CIO d'Oddo BHF Asset Management. Bonjour et bienvenue Laurent. Bonjour Grégoire. On est habitué sur les marchés à voir le monde changer parfois très vite. À ce titre-là, quels sont les enseignements que vous retirez des 15 derniers jours qui ont été intenses en événements et qui semblent avoir changé la donne ? Je vous le concède. C'est clair que là, en 15 jours, on est passé d'une possible surchauffe aux États-Unis avec un taux terminal qui pouvait aller jusqu'à 6% chez certains stratégistes, à, effectivement, on vient d'en parler, peut-être un revirement côté des banques centrales et puis une instabilité financière, effectivement, qui pose énormément de questions et qui va avoir des conséquences. La question, elle est là, parce qu'on va pas revenir sur les événements. Quelles sont les conséquences ? Le premier, en fait, il y a plusieurs mécanismes de transmission. Le premier, c'est la confiance. La confiance au niveau des ménages. Donc, en fait, on sait que la croissance était portée par la consommation qui tenait. Donc, un taux de surépargne, finalement, dans lequel les ménages avaient pioché. On avait 2400 milliards de dollars. On en était encore à 1400 milliards de dollars. Donc, cette surépargne, elle était encore présente. Et puis, la capacité à retrouver aussi recours au crédit. Et donc là, on a vu aussi des taux de crédit remonter, donc une consommation qui tenait. Là, on peut quand même s'interroger sur la capacité du consommateur américain, qu'il soit corporate ou ménage, à tenir la barre. Première chose. Ça a des conséquences sur le capex des sociétés, etc. Et le deuxième, c'est la transmission du crédit. Ça a été évoqué juste auparavant. Et effectivement, là, on peut quand même considérer que le système bancaire américain va mettre la pédale sur le frein. Ouais. Et effectivement, il y a des distorsions entre les banques régionales, les banques plus faibles, et les banques, les plus grosses banques qui avaient déjà commencé à le faire. Mais je rajouterais, pas simplement sur les corporates, aussi sur le crédit hypothécaire. Et c'est là aussi, attention, il y a aussi un effet richesse avec un effet boucle sur le crédit hypothécaire et sur un effet richesse sur le fait que l'immobilier peut continuer à baisser et donc la consommation altérée. On voit qu'en fait, tous ces paramètres interagissent les uns avec les autres. Quelle sera la conséquence pour les banques centrales ? Ça vient d'être évoqué. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Pourquoi ? Parce que, et je citerai Jean Baudin, il n'a de richesse que d'homme. Quelle est la richesse d'une banque centrale ? C'est sa crédibilité. Non mais vraiment, il ne faut pas oublier ça. On a eu les PMI là, en zone euro, et quand on regarde la croissance aux États-Unis, on peut estimer, on a commencé à modéliser un petit peu, et c'était la question que vous posez, quel va être l'impact un peu de ce resserrement du crédit. Crédit crunch total, prenons l'historique, Lehman, 3 à 4% en fait de croissance en moins. On arrêterait de prêter intégralement là, sur le reste de l'année, ça sera à peu près 2%. On estime aujourd'hui que c'est à peu près 0,5%, ce qu'on devrait subir en termes de choc. En zone euro, on est à 0,5 de croissance, donc on revient à 0, mais on n'est toujours pas en récession. On va peut-être tomber en récession, mais elle reste modérée. Et puis aux États-Unis, on était, encore une fois, je reviens sur mon premier propos, sur une croissance autour de 1%. Donc on sera à 0,5. Est-ce qu'on est dans une perspective de décélération forte ? Pas complètement. Donc est-ce que les banques centrales vont pivoter ? Elles vont certainement, je suis d'accord, elles vont atteindre un taux maximum. Voilà, mais derrière, est-ce qu'elles vont baisser les taux ? Et ce qui est pressé là sur les taux à 2 ans, c'est 1,5% de moins qu'il y a 10 jours. Vous parliez de monde qui a changé.
Mais j'ai jamais Non. vu ça. Ça fait 30 ans, mais Ouais. je n'ai jamais vu une rotation comme ça. Donc oui, le monde a changé. Il va falloir adapter effectivement notre allocation par rapport à ça. Mais ce que vous dites, à ce stade, le choc bancaire régional américain et la dose de resserrement supplémentaire qu'il implique dans le système nous fait pas basculer non plus dans un scénario de crash économique total où la question de l'inflation serait complètement évaporée, dissipée, disparue du jour au lendemain. Absolument. Absolument, parce que la réserve d'épargne, elle est passée de 0 à 5%, c'est-à-dire que la rémunération, en fait, vous permet de consommer et de limiter un petit peu la baisse de pouvoir d'achat. De l'autre côté, en fait, le durcissement des conditions financières qui vient des banques, c'est pas le seul observé. Puis quand on regarde les taux d'emprunt des sociétés, en fait, oui, les spreads de crédit, les primes de risque ont monté, mais les taux ont baissé. Donc finalement, on a un effet de balance qui ne rend pas non plus les conditions de crédit hors bancaire vraiment, je dirais, qui n'augmentent pas en fait, le risque. Donc oui, mais attention. Ok, on est dans une instabilité très importante, et vous l'avez évoqué, Deutsche Bank, les maillons faibles, et on peut avoir des réminiscences du tremblement de terre qu'on vient d'avoir. Très bien. Mais il y a quand même des paramètres macroéconomiques derrière qui sont relativement forts, les démographies américaines, la surépargne, etc., la force du marché du travail qui font, et c'est la même chose en Europe, qui font qu'aujourd'hui, et sans parler du redémarrage de la Chine, qui est en train d'accélérer, voilà, les conditions financières, effectivement, il y a une certaine désynchronisation, et c'est peut-être ça, c'est peut-être le mot désynchronisation qui est important, mais il n'y a pas vraiment d'accélération, de détérioration énorme aujourd'hui. Je ne dis pas qu'elle ne va pas se passer, parce que c'est basé sur la confiance, mais pour l'instant, oui, à ce stade, oui. Et encore une fois, on explique comment en 15 jours, le monde peut changer complètement pour les investisseurs. Ce que vous décrivez là, vous l'avez retrouvé dans l'équilibre de la communication d'un Jérôme Powell cette semaine ou d'une Christine Lagarde la semaine dernière, oui, tout à Laurent. fait. En fait, on ne veut pas faire paniquer les marchés. Pourquoi ? Parce que notre mandat, c'est de lutter contre l'instabilité financière, mais aussi contre l'inflation. Il faut revenir, on a une inflation au cœur en Europe qui est juste pas tenable. Donc c'est le mandat de la BCE, c'est son mandat premier, de lutter contre cette inflation. Si on revient vers les 3%, peut-être, mais on n'en est pas là. Alors, et bien évidemment, on anticipe que, effectivement, la demande de crédit, et là, ça va être parce que, encore une fois, en montant les taux, qu'on lutte contre une inflation qui est essentiellement exogène. En revanche, on va effectivement avoir un épisode où les banques vont moins prêter qui va aider les banques centrales. Est-ce qu'effectivement, ça peut changer la donne ? Peut-être, mais on n'en est pas là. Et donc la crédibilité, encore une fois, c'est de lutter contre l'inflation. Donc oui, et encore la BCE a un effet de décalage. Donc en fait, la BCE va continuer à monter ses taux. J'en suis quasi persuadé. On n'en est peut-être pas là aux États-Unis, mais là encore, en mouvement de capitaux avec des mouvements de change. On l'a vu, alors là, ça s'est un petit peu altéré là récemment, parce que le dollar est passé de 1,10 à 1,07 aujourd'hui. Mais en fait, il va falloir regarder les mouvements de change aussi. C'est le fameux principe de séparation. Il y a la politique monétaire destinée à lutter contre l'inflation, en l'occurrence aujourd'hui, et puis la gestion du risque pour la stabilité financière qui se fait par les banques centrales avec d'autres superviseurs et d'autres autorités publiques. Et c'est bien aujourd'hui l'idée que les banques centrales vont essayer au maximum de dissocier ces deux objectifs avec des outils différents peut-être pour poursuivre ces deux objectifs à la fois. Absolument, il faut avoir recours à ces outils. Juste, ça va quand même mettre tellement de bruit en plus dans la tête des investisseurs, parce que tout le monde est déjà un peu schizophrène, mais alors si on a des banques centrales qui vont nous dire on continue de monter les taux, mais en même temps on est très attentif et on n'est pas indifférent à ce qui se passe, et donc on va faire remonter un peu notre bilan, etc., ça brouille encore plus les choses. Ah oui, non mais enfin, je veux dire, et quand ça brouille les choses, c'est volatilité, c'est ce que je veux dire en termes de marché. Et donc ça veut dire qu'il faut diminuer votre budget de risque. En fait, il y a tellement d'incertitudes, les banques centrales sont prises entre le marteau et l'enclume, on va dire les choses simplement. Et donc effectivement, après, quelle est la part de la décélération, est-ce que cette instabilité financière est contenue ou pas, est-ce qu'effectivement on a vraiment une contagion sur les maillons faibles. Mais Deutsche Bank aujourd'hui, vous avez mentionné Deutsche Bank, très bien, moins 10%, moins 12%, les primes des CDS, donc des crédits différents, la rémunération qui est liée en fait au coût du risque sur la partie crédit sont en train d'exploser, très bien.
La banque s'est restructurée, elle a fait 6 milliards de profits. Aujourd'hui, même cette semaine, elle a racheté une partie de sa dette subordonnée. Je ne dis pas que la Deutsche Bank n'est pas à risque, mais on n'est pas dans la même configuration qu'en 2008. Non. Les banques ont été recapitalisées, il y a BAL 3 qui est passé par là. L'Europe n'est pas dans la même situation que les États-Unis, où là, effectivement, on a eu de la déréglementation avec le fait d'avoir revisité le Dodd-Frank Act. Attention quand même à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, instabilité, pas de panique. Voilà. C'est aussi un message que je voudrais faire passer. J'entends. Et d'ailleurs, les indicateurs de stress de marché, effectivement, au-delà de quelques situations très spécifiques, ne montrent pas des niveaux de panique du tout. On est à des lieux de ce qu'on a vu en 2008 de ce point de vue-là. Les obligations d'État et les swaps, par exemple, ne montent pas trop fortement. Et ça, c'est vraiment une mesure du risque bancaire qui, pour l'instant, n'explose pas. Un truc qui a changé quand même par rapport à 2008, c'est la modernité d'aujourd'hui qui passe beaucoup par les réseaux sociaux et la modernité numérique au sens large. C'est ce qui est frappant aussi dans les situations spécifiques, que ce soit SVB ou les banques régionales américaines ou chez nous, la banque systémique suisse, Crédit Suisse ou d'autres choses. La vitesse à laquelle le risque de réputation peut se développer et se matérialiser à travers la fuite des dépôts. La vitesse à laquelle les dépôts sont sortis des banques comme SVB, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire. Washington Mutual, c'était la dernière faillite bancaire en 2009 aux États-Unis. 18 milliards de sorties de dépôts en 3 mois. SVB, ça a été 40 milliards en 3 jours. Ça change quand même pas mal de choses. Vous soulevez un problème majeur, c'est la digitalisation, le fait qu'effectivement les mouvements de capitaux se font beaucoup plus rapidement. Il y a ce qui s'appelait la viscosité, on avait de la fiscalité, on avait effectivement cette matérialité en fait des actifs qui faisait que ça prenait plus de temps et donc ça donnait du temps aux banques centrales, aux opérateurs de marché de pouvoir réagir. Là, c'est pas possible. Un bank run, ça se fait, mais en un quart de seconde, parce qu'il suffit d'appuyer sur un clic. Et c'est ce qu'on vient de voir. Et le risque, et vous le soulignez, il est vraiment là. Comment, en fait, quel mouvement va être opéré entre les actifs qui vont basculer des banques régionales vers les banques, les big one, les majors. Voilà. Et après, est-ce que les big one vont être attaqués ou pas? Et comment on peut répondre à une garantie totale qui n'est juste pas possible, puisque c'est basé sur la confiance et la mutualisation? J'ai pas la solution. 17 000 milliards de dépôts aux États-Unis. C'est juste impossible à garantir. Donc après, effectivement, on pose le problème de ce qu'est une banque centrale. Et je reviens sur mon propos. La banque centrale ne pourra jouer sur la confiance que si elle reste crédible. Et la crédibilité et la confiance sont vraiment les paramètres qui permettront de stabiliser les marchés. Une fois qu'on a dit tout ça, Laurent, comment est-ce que ça se traduit dans la logique d'investissement et dans les changements, j'imagine, qui ont été opérés dans les stratégies? Vous l'avez compris, on est un peu moins optimiste ponctuellement. Attention, encore une fois, on reste constructif sur si ça se calme au niveau de cette instabilité financière, parce que finalement, la macroéconomie, pour l'instant, n'a pas été complètement impactée. Donc, c'est encore une fois, quelle va être la durée de cet épisode et quel va être l'impact sur la macroéconomie. C'est vraiment indispensable de pouvoir piloter ça. Donc, pour le moment, trop de volatilité, on diminue les budgets de risque. Et on diminue quoi? On diminue la partie crédit. Pourquoi? Parce que les taux de défaut, en fait, vont être affectés. Et là, aujourd'hui, en fait, on a un décalage entre ce qui est observé, ce qui est anticipé même par les agences de rating et ce qui va être observé. Donc, on vend les obligations à haut rendement plutôt de longue duration. En revanche, sur la partie courte, il n'y a pas de mur de refinancement. Toutes les sociétés ont fait l'effort de se refinancer. Et donc, on est plutôt à l'abri. La durée en fait d'emprunt est autour de 7 ans, donc on n'a pas d'obligation des sociétés à se refinancer. Mais pour autant, on a une hausse du coût du capital, hausse du coût de financement, et donc là on va avoir des effets ciseaux sur certaines sociétés. Et donc il y a un effort à faire, et ça va être très schumpeterien, mais vraiment. Je vous prends l'exemple de Casino Carrefour. Casino est en train de partir en lambeaux, enfin voilà, donc. Mais ça signifie... Il y a un problème de levier avec Rallye, Casino. Voilà. Là, il y a un problème de levier. Oui, c'est le levier. Elle est liée au levier. Donc, effectivement, à des marges qui vont peut-être baisser et puis des coûts de financement et cet effet ciseau qui vous tue. Donc, en revanche, et je vais lier mon propos en fait à l'inflation, c'est qu'on se retrouve peut-être avec moins d'acteurs, avec des oligopoles qui viennent peut-être des monopoles et donc la capacité de ces sociétés
en fait, qui sont très résistantes à maintenir des prix relativement élevés. Et donc, ça reboucle. On reboucle avec la crédibilité des banques centrales. Et sur le fait que les marges des entreprises, pour certaines, ne vont pas baisser. L'inflation sur les prix alimentaires, puisqu'on a pris l'exemple de Casino et Carrefour, ne vont peut-être pas baisser aussi rapidement que prévu. Attention quand même à un temps en fait qui effectivement après il y aura de la disruption et ça va se normaliser, mais un temps où on risque d'avoir des défauts, on risque d'avoir des morts, et ceux qui vont survivre en fait auront un pricing power d'autant plus renforcé que l'intensité concurrentielle aura baissé. Pour les actions, ça veut dire que les actions ne vont pas être trop négatifs, en tout cas pour certains. Compliqué. Bien sûr, question de séquence, d'horizon de temps, c'est toujours ça. Alors, mais il faut qu'on arrête, Laurent. Allez-y, vite, 30 secondes. Pour compléter, attention sur la baisse de taux qu'on vient d'observer. On est quand même allé un petit peu loin. Donc, j'ai presque envie de dire, les actions en couverture du risque réel, on est prudent, mais il va falloir en racheter si ça baisse un peu. Voilà, un message un peu plus optimiste dans quelques temps. Merci beaucoup. Terrain mouvant, de toute façon, depuis 15 jours, et une situation qui ne semble pas encore définitivement stabilisée, peut-être. Merci beaucoup, Laurent. Laurent Denise, directeur monde des investissements d'Oddo BHF Asset Management, qui était notre invité en plateau pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.